Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X OpenTri. D'ailleurs, en parlant d'OpenTri, je suis très content d'accueillir avec moi pour l'épisode du jour Monsieur Charlie d'OpenTri. Salut Charlie. Salut Armano, salut tout le monde. Et notre invité cette semaine est quelqu'un, on en parlait un petit peu en off avec Charlie, je pense très légèrement hyperactif, un petit peu comme beaucoup de, de triathlètes qu'on a à ce micro. Je suis très heureux de tendre le micro à Armel Négré. Salut Armel. Salut Armano, salut Charlie, merci de me recevoir, super sympa. Eh ben écoute, c'est un plaisir. Tu me disais quand je t'ai contacté que je te demandais si tu voulais venir passer faire un tour sur le podcast. Tu me disais que ouais, tu étais carrément fan du podcast et ça te faisait tout bizarre. Ça te fait quoi tout bizarre d'être de l'autre côté du micro? Bah écoute, non, c'est déjà touché exactement quand tu m'as contacté et après le passage derrière le micro est assez fun parce que clairement j'ai pas mal écouté sur le podcast dans différentes sessions, que ce soit différents footings, des sorties longues vélo, j'en ai encore mis un ce week-end justement sur celui d'Ultra avec Arnaud Mandini. Donc oui, forcément, passer derrière le micro là, c'est assez marrant, mais chouette. Du coup, c'est mon premier podcast, donc content de découvrir l'exercice. Bon, attention, on fait un petit disclaimer. N'écoutez pas de podcast sur vos sorties vélo. C'est interdit et surtout, c'est dangereux. Hein. On fait pas comme tous nos invités qui disent écoutez sur le vélo. Avec un écouteur juste. Ah ouais, juste un écouteur et sans la limiter. réduction de bruit, c'est ça? Exactement. Et sur le home trainer, c'est à peu près là qu'on peut. Voilà. Et puis d'ailleurs, bientôt sur le Home Trainer, on espère que vous allez aussi pouvoir regarder les épisodes. Hein, Charlie, on a des projets pour communiquer encore plus sur le podcast. Ouais, alors je sais pas à quel moment sortira exactement cet épisode, mais il est possible que ce soit déjà lancé, de nous retrouver sur YouTube, sur le format interview, où vous pourrez voir aussi la tête de nos invités et l'échange qu'on a en direct aussi avec la vidéo. Voilà. Écoute, Armel, je te propose qu'on y aille. Tu connais la traditionnelle question du podcast. Elle est toute simple. Je demande à nos invités de se présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Armel, le triathlète? Bah écoute, Armel Legret, du coup, j'ai 29 ans. Je suis passionné de sport, passionné d'outdoor. Quelqu'un qui a beaucoup d'envie, je pense, d'énergie. Et je suis français. J'habite en Espagne depuis presque 5 ans maintenant. Et sinon, en parallèle du coup de ma pratique du triathlon, je suis sales, donc commercial dans la tech, donc dans l'IT précisément, dans une filière du groupe Amazon qui s'appelle AWS, Amazon Web Service, sur des sujets du coup de modernisation, d'innovation avec des grandes organisations sportives en France. Oh, mais AWS, moi, je pensais que c'était que les services cloud d'Amazon. Je me suis planté? Non, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Peut-être pour ceux qui connaissent pas du tout AWS, mais si tu veux, c'est une grosse boîte de Lego. Il y a plus de 250 services et les entreprises peuvent piocher dedans pour construire des solutions, que ce soit des solutions tech, que ce soit des solutions pour innover, se digitaliser. Donc, on est sur des sujets comme l'IA, le machine learning, l'IoT, pour connecter des objets, des vélos, des sportifs, etc. Des sujets assez chouettes. Cool, cool. C'est un peu, comme tu dis, c'est une boîte de Lego, mais il y a à la fois les services, donc plutôt en mode consulting. Amazon va dépêcher des salariés qui vont être consultants chez les gens pour aider à la digitalisation, ce genre de choses. Et puis aussi des services à aller piocher, comme par exemple du cloud, comme par exemple des serveurs, ce genre de choses. Ouais, exactement. C'est un petit peu les deux. Soit les entreprises ont déjà en interne des compétences et donc vont le faire directement avec leurs employés, ou soit on peut mettre des partenaires qui vont venir travailler chez nos clients ou même des employés AWS. Il y a un peu de. Cool. La petite question quand même, obligée en ce moment. Quel est le temps chez toi? Parce que je me suis laissé dire que tu n'étais pas tout à fait au centre de la France. Le temps chez moi, c'est-à-dire la météo. Ouais. Plutôt agréable. J'étais à Paris la semaine dernière justement pour le boulot et donc là, non, on a récupéré quasiment 30 degrés, grand ciel bleu. Ça fait plaisir de faire sa sortie longue en vélo ce week-end. C'est clair que le retour a été plutôt agréable. Bon, t'es dans quel coin? T'es plutôt à l'ouest, sud-ouest de l'Europe, c'est ça? Exactement, je suis à Madrid. Bon, cool. Belle petite ville, assez sympa, dynamique, et puis même sportivement parlant, c'est assez sympa, non? Ouais, exactement. C'est super chouette. Déjà en vélo, c'est déjà sortir en cuissard court toute l'année, c'est quand même presque toute l'année, quasiment. C'est super agréable. Et après, au global, culturellement ou autre, c'est une ville qui est très, très tournée sur le sport. Moi, il y a l'Open de tennis, bien sûr, à Madrid, mais après, sinon, au global, dans les installations, dans la ville, c'est une ville qui ressent en tout cas le sport avec le paddle aussi qui est super développé. Et donc, il y a énormément d'installations sportives dans toute la ville. Ça, c'est super agréable. Pour les piscines aussi. Ouais.
C'est super agréable. Ça fait longtemps que tu es installé à l'étranger, Armel? J'ai habité une grosse partie de ma vie à l'étranger. J'ai dû faire 5 ou 6 pays de par soit mon enfance au démarrage ou même via mes études. Donc j'ai commencé par la Bretagne, si on peut appeler ça un premier pays, mais j'ai passé une première partie de mon enfance à Brest. Après j'ai fait la Turquie, j'ai fait UK avec Londres, j'ai fait le Canada à Montréal, j'ai fait l'Italie à Naples et depuis là maintenant 5 ans en Espagne. Et tu parles toutes les langues de chaque pays que tu as visité ou pas? Non, 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 malheureusement. Espagnol, oui, couramment. Italien, quasiment pas, malheureusement. Et, euh, et après, français, anglais, bien sûr. Et ta pratique du sport dans tout ça, déjà peut-être comment est-ce qu'elle commence et puis comment est-ce qu'elle évolue au gré des pays dans lesquels tu te trouves? Yes. Ma pratique du sport. Globalement, pas de passif d'ancien sportif ou d'un gros niveau sur un sport en particulier. J'ai touché à beaucoup de sports quand j'étais plus petit, mais j'ai jamais persévéré plus que ça sur un sport. Donc j'ai dû faire moins d'un an à chaque fois sur des sports comme j'ai fait du foot, j'ai fait du rugby, j'ai fait un peu de boxe française, j'ai fait un peu de tennis quand j'étais tout petit. La natation, d'après mes parents, j'ai commencé quand j'étais bébé nageur au démarrage. Il y a des programmes pour les bébés, mais là-dessus. Et j'ai fait peut-être des cours de natte au démarrage, mais rien de plus. À Brest, pas mal de planche à voile, d'optimisme, des sports plutôt nautiques. Et donc vraiment parsemé de débuts de sport, de changements de sport, mais rien de plus, ou en tout cas pas persévérer sur un sport en particulier. Et c'est plus à la fin de l'adolescence où j'ai plus découvert un peu la course à pied. Et je me suis mis beaucoup plus sur la partie course à pied dans l'adolescence, mi-adolescence, via ma famille, via mon père qui courait pas mal. J'avais dû faire une dizaine de semi-marathons ou de cours de 10-15 bornes, mais rien de plus et pas de passif de gros sportifs, on va dire. Et comment justement tu passes de sportif un peu touche à tout à découvrir un peu plus la course à pied? Bon, dans le triathlon, il y a quand même 3 sports, donc comment tu passes de l'un à l'autre ou comment tu passes de la course à pied au triathlon directement? Ouais, bah, les semis, j'ai commencé du coup avec des semis qui étaient mes premières courses. Mais pareil, là-dessus, j'avais pas de structure, pas d'organisation. J'étais même un peu pas contre, mais c'était un peu un moyen pour moi de m'échapper, faire de la course à pied. Je sortais, je courais, j'allais me vider la tête, mais j'avais pas d'histoire de programme, de série, de fractionner, de travail en code. J'y allais plus au feeling avec ma montre, je lançais un chrono et je regardais le temps et en fonction du temps que j'avais. Donc c'était Et vraiment puis chaque assez jour à random. l'entraînement, tu essayais de faire mieux que la fois d'avant, c'est ça? Et exactement sur des tours, j'essayais de faire mieux, mais c'était vraiment purement sur cet objectif-là. Et même au démarrage, je me souviens encore d'il y a quelques années, surtout. Il y a un parallèle maintenant qui est assez drôle, surtout quand je suis dans le monde un peu de la data et sur le tracking de la performance ou ces genres de sujets. J'étais un peu contre ça même au démarrage. Je me disais non, si je vais aller faire du sport, c'est plus pour me vider la tête et j'ai pas envie d'être soit sur un téléphone, soit sur une app, sur une montre. Donc le parallèle aujourd'hui, quand je prends un peu de recul, est assez drôle. Et, euh, et non, et de fil en aiguille, en ayant fait pas mal de courses à pied, euh, j'ai voulu tenter autre chose via le triathlon. C'est comme ça que je me suis dit, peut-être pas un peu lassé de la course à pied, mais du côté répétitif peut-être de la course à pied. Je me suis dit, pourquoi pas toucher justement au triathlon, et c'est comme ça que j'ai shifté. Et tu shiftes comment? Tu commences par un découverte Je, ou direct un half? non, non, ouais, je shift progressivement pour le coup, comparé à je pense, beaucoup d'autres invités que tu as eu. Parfois, je vois des ovnis ou on entend des ovnis qui te disent je commence par un full Ironman ou je crois que c'était Pierre Servant qui disait ça récemment, qui a Ouais. commencé directement avec un full Iron. Non, 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 moi c'était en école de commerce, donc j'avais quoi, 22, 23 ans, donc il y a quelques années déjà, mais donc j'étais à Nantes et la particularité de Audencia, du coup l'école de commerce de Nantes, c'est qu'elle organise, c'est une association au sein de l'école qui organise le triathlon, donc, du coup qui est bien ancré au cœur de l'école. Donc je fais la première année en tant que bénévole et je m'inscris en relais avec des potes sur la partie course à pied, forcément parce que j'avais mon background sur la partie course à pied. Et j'ai adoré l'ambiance. Je me suis dit, putain, c'est génial. Les mecs font les 3 sports, ils enchaînent, transition, un peu délire Formule 1, ils rentrent au stand, ils se changent, ils repartent. Je sais pas, ça m'a vraiment fait marrer, j'ai vraiment adoré. Pit stop. Exactement, j'ai vraiment aimé l'ambiance, mais je faisais que la course à pied. Et donc après, très vite, en fait, je me suis dit, let's go, inscris-toi à un format S ou un format M. Et donc, je commence sur un format S à Amiens, complètement random, mais c'était plus les dates aussi qui m'arrangeaient. J'avais jamais fait de vélo, donc j'avais pas de vélo non plus de route road. Donc je demande à un pote la semaine avant, est-ce que tu me prêtais ton vélo qui avait un vélo de route?
et j'y vais, j'y vais. Donc c'est drôle parce que la veille au soir de la course, j'arrive sur le lieu, j'essaye les vélos, de mettre les chaussures déjà, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Donc j'essaye que ça se passe bien, pas de chute ni rien, parce que généralement les démarrages, tu peux chuter au feu ou des trucs comme ça, mais ça se passe bien. Écoute, je fais le triathlon d'Amiens, ça se passe super bien, le format sprint. Et après, de fil en aiguille, je m'étais réinscrit à un triathlon ou deux par an peut-être sur des formats olympiques, mais vraiment assez random, sans préparation particulière, sans faire les 3 sports. Avant de mon premier olympique, par exemple, j'avais jamais fait 40 bornes en vélo, donc c'était vraiment plus découverte, mais ma petite course de l'année qui me faisait marrer de me dire let's go, je commence sur un olympique et je teste le triathlon. Mais c'est bien là, Charlie, on a un beau cas d'école là. On va pouvoir bien. Ouais, exactement. Tu es un peu l'auditeur type qui vient par l'ambiance, qui est plongé au cœur du truc, au cœur de la course, qui est attiré par ça, souvent qui vient d'un des 3 sports en plus comme toi, et qui après se lance sur des distances de plus en plus longues. À ce moment-là, tu nous dis, entre ton tout premier triathlon et les premiers formats olympiques que tu fais, ça donne quoi? Est-ce que tu t'entraînes quand même régulièrement? Est-ce que ça devient ton sport principal et tu considères que tu fais du triathlon ou c'est plutôt un truc que tu fais à côté de la course à pied? Non, c'est plus clairement un truc que je fais à côté de la course à pied, mais j'adore ça et je me dis pourquoi pas en faire un peu plus, mais je me dis pas je vais rentrer dans un club, je vais me licencier ou quoi que ce soit. Donc je me mets pas d'entraînement spécifique. Le vélo, j'en avais toujours pas acheté un, donc pour l'instant c'était toujours, j'avais le vélo de mon pote que j'empruntais au démarrage. Les transitions, quand je regarde les temps que je faisais, je pouvais mettre 6 à 10 minutes, tu vois, je me changeais, je bouffais, enfin, j'étais vraiment dans mon truc, c'était une bonne sensation, ça me faisait marrer et pour le coup, avant quelques années du coup là, mais on va en parler sur les formats alpha ou autres, j'avais pas du tout cette idée de me dire let's go avec le triathlon sur une approche structurée ou quelque chose d'un peu plus poussé quoi. Et ça dure pendant combien de temps cette phase alors entre ton premier triathlon et le moment où Ouais. tu vas commencer à faire maturer l'idée d'y aller un peu plus sérieusement? Si j'ai fait mon premier, c'était quoi? C'était Amiens, donc en école, ça devait être en 2022, un truc comme ça, donc ça a bien duré 3-4 ans. Ça a bien duré 3-4 ans où je dois en faire un ou deux par an. Donc, j'ai fait Amiens, j'ai fait Deauville plusieurs fois. Euh, Ça dure, ouais, même, non, voire plus, parce que du coup, ma vraie pratique, elle démarre, ouais, parce qu'en expatriation, quand j'arrive à Madrid, je me souviens que le premier triathlon que je fais à Madrid, pareil, pas de vélo forcément, et j'avais acheté un Orbea sur place, un peu vintage, avec les passements par vitesse là sur le cadre, et je me pointe avec. Ce qui fait marrer énormément de monde en Espagne quand ils me doublent à chaque fois, c'était l'écrit en espagnol ou autre qui m'avait fait bien marrer. Mais pareil, voilà, c'était ce moment-là. Et donc, c'était plus quand je m'achète mon premier vélo de route, du coup, en 2020. Là, je me dis pourquoi pas démarrer avec une pratique un peu plus du vélo. Mais je l'achète surtout pour du cyclo-aventure, si on peut dire ça comme ça. De me dire que je pars avec un sac à dos avec des potes et je me fais des traversées. Et c'est là où je découvre un peu plus les distances en vélo. Donc, je m'étais fait, par exemple, un Paris-Noirmoutier ou un Paris sur le golfe du Morbihan de 6 à 800 bornes que je cale malgré mon peu d'entraînement ou même ma non-discipline du vélo dans des beaux temps, parce qu'on se fait des étapes de quasiment 200 bornes par jour. Donc on y allait quand même assez fort dès le démarrage. Mais j'adore ça, j'adore l'ambiance de me dire c'est trop drôle, on part du point d'une carte, on arrive jusqu'à l'autre bout et on a fait tout ça en vélo. Il y a le côté tu visites la France aussi qui est super chouette, tu découvres des petits villages, des coins super sympas. Et il y a ce côté-là aussi où je me dis putain le vélo en fait c'est quand même vachement chouette et pourquoi pas pousser. Et je shift réellement sur une pratique plus approfondie fin 2022. Donc ça a duré, tu vois, je disais 3-4 ans, mais même un peu plus du coup, quoi. Ouais, parce que si tu commences il y a 7 ans, donc Ouais, ça doit bien faire 2017, 6-7. ouais, 5-6 ans, quoi. 5-6 ans de pratique tranquille. Random, tranquille. Ouais. Et tu recherchais quoi dans cette pratique, en fait? Parce que tu recherchais pas la performance. T'espérais pas faire un podium ou autre. C'était quoi? C'était l'ambiance? C'était aller se mettre un objectif 1 ou 2 fois par an, d'aller faire un triathlon? C'était le dépassement de soi? Enfin, tu recherchais quoi, en fait? Pourquoi t'infliger ça, en fait, si tu t'entraînais pas correctement? Non, c'est clair, il y avait deux choses, comme tu le dis très bien. Il y avait la partie ambiance que j'adorais, l'ambiance de course, etc.
J'avais jamais fait partie d'un club non plus de sport ou autre, à part quand j'ai fait un peu de foot ou de rugby, mais c'était très rapide. Cet esprit le jour même de la course qui était assez fun et qui m'attrayait. Et après, sinon, comme tu disais, c'était la partie dépassement de soi. On y allait toujours avec un groupe de 5 à 10 potes. Et donc, il y avait toujours ce petit côté compète. Je suis assez compétitif aussi au quotidien, donc j'avais déjà ce côté compétitif. Donc, il y avait ce challenge de dire qui c'est qui va se faire le ranking, qui c'est qui va gagner. On se mettait une petite pression entre nous, gentils entre potes, quoi, avec un ranking de ceux qui c'est le meilleur, etc. Donc, forcément, et mine de rien, en fait, malgré les entraînements que j'avais pas spécialement, je faisais des super temps, enfin des super temps, à l'échelle de mon groupe de potes et à l'échelle des entraînements que j'avais, je faisais des bons temps. Et donc, c'est ça qui me poussait à revenir chaque année et me dire, en fait, c'est fun et en fait, je suis pas dégueulasse, donc autant revenir, c'est marrant, quoi. Ouais, des fois, quand tu te dis ça, tu te dis aussi, bon, je reviendrai l'année prochaine parce que c'est marrant, mais je vais peut-être m'entraîner un petit peu mieux, un petit peu plus sérieusement. C'est ça qui t'a fait basculer fin 2022 dans un entraînement plus structuré? Oui et non. Il y avait ce côté-là où je me suis dit, en fait, tu fais Ah, des t'as temps parlé de la Bretagne, pas de la Normandie. Tu peux pas faire une réponse de Normand, hein. C'est oui ou c'est non, c'est pas oui et non, hein. Non, c'est plutôt une rencontre. C'est plutôt une rencontre, mais je vais vous raconter. C'est plutôt une rencontre du coup, parce que j'aurais pu continuer, je pense, assez random comme ça encore un peu de temps. Mais je rencontre du coup fin 2022 un très bon copain de ma copine du coup, qui est pro triathlète, qui est espagnol du coup, qui était l'année dernière, qui était quoi, de 250, je crois, 260 sur le tableau ranking PTO, donc qui a quand même un gros niveau sur la scène internationale. Enfin, ouais. Et donc, du coup, de fil en aiguille, je le rencontre, je le vois en soirée régulièrement, je le vois en week-end, en semaine de vac ou autre, et je me dis qu'il a un rythme de vie assez particulier. Non, mais déjà, il y a un truc qui Forcément. colle pas. Tu peux pas rencontrer un pro en soirée. C'est pas possible. Ouais, On est des moines quand on est bah, sportif pro. pour l'histoire, c'est sa copine qui est une des meilleures copines de ma copine. Ah, Donc, ok. forcément, ça aide plus facilement, et donc on a un peu plus accès à son quotidien ou à sa vie en dehors des soirées ou autres, mais il y a un peu de tout. Ouais. Ah ouais. Et oui, oui, c'est clair que ça picole pas forcément et c'est plus sur un rythme de vie assez clean, c'est clair. Et c'est ce rythme de vie qui te fait un peu tourner la tête, un peu rêver, où tu te dis, ça doit être cool quand même de pouvoir un peu mieux performer. Enfin, quel est le déclic, le déclencheur en fait chez toi qui fait que fin 2022, c'est presque all-in dans le tri? Ouais, 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 bah, déjà, la rigueur, la discipline qu'il y met. Certes, c'est son métier, donc il fait ça au quotidien, même si après, il a une trentaine d'élèves qui coach, donc en soi, ça l'occupe, mais il a aussi une autre activité sur le côté. La rigueur, la discipline, le dépassement de soi qu'il a au quotidien sur son sport et cet aspect de vouloir toujours faire mieux, son dépassement de soi sur les 3 temps, se dire quand t'es chronométré, tu vois directement la progression ou autre. Ça m'a toujours attiré dans le triathlon et je me suis toujours dit que c'est très factuel sur les résultats, sur ses performances. Et donc, c'est un peu ça qui me dit, bah écoute, t'en as fait déjà là, pendant quelques années, t'as découvert ce que c'était le triathlon, t'as vu ce que c'était, et pourquoi pas, de fil en aiguille, en discutant avec lui, essayer avec une pratique un peu plus structurée, vu que t'as jamais été structuré dans tes entraînements, et voir ce que ça donne, quoi. Donc c'était plus ce côté-là, admiration sur la rigueur, vraiment le dépassement de soi à chaque course, repartir après chaque dimanche soir, tu repars sur une semaine d'entraînement alors que tu viens de faire une course, mais t'en as une autre dans un mois, dans 2 semaines. C'est exigeant, je pense, et je sais pas, ouais, il y a quelque chose qui me fascinait là-dedans, hein. Et toi, c'est quoi les premiers trucs que tu mets en place quand tu dis avoir un entraînement un peu plus structuré? Ça ressemble à quoi? J'imagine que tu passes pas du jour au lendemain, pardon, d'un triathlète débutant à la rigueur d'un triathlète pro. Ça se passe comment? Quels objectifs tu te fixes? Comment est-ce que ça transforme un peu ton quotidien? Sur quel volume horaire tu montes? En gros, ça ressemble à quoi à ce moment-là? Yes. Donc on est fin 2022 et donc l'objectif travailler avec lui, c'est de se dire, donc du coup je m'inscris avec un pote. C'était aussi un défi où on se lance aussi en soirée avec un pote et on se dit ok, on se fait un Alpha Ironman. Donc on est fin 2022 et on s'inscrit du coup directement à celui de Lanzarote, le 73 de Lanzarote, donc en mars. Et donc, c'est mon premier en objectif. Mais voilà, il y a 3-4 mois de préparation. Et du coup, je contacte du coup Yulen, qui est donc le coach, et je lui dis directement, let's go. Bah, on a 3-4 mois. Faut se préparer sur un 73. Est-ce que je peux démarrer avec toi? Est-ce que tu veux me coacher est-ce que tu veux me coacher? Et let's go, quoi. Donc, lui, forcément, accepte avec grand plaisir parce qu'on avait déjà une relation d'amitié qui avait démarré.
Et en termes de volume, moi, ça me paraissait déjà immense à l'époque et je me disais, putain, dans quoi je m'embarque? Mais on était à entre 5 et 8 heures, 9 heures par semaine, quoi. Et donc, au démarrage, bah, forcément, quand tu as 4, 6 sessions par semaine, au démarrage, tu te dis, putain, je suis semi-pro. Alors que dalle. Et surtout que quand je vois les résultats, et aujourd'hui, les volumes que je me mets, que c'est un peu plus important, je me dis que c'était clairement encore sur du découverte. Mais quand tu passes de ça, de tout auto à ce genre de volume, bah ouais, c'est exigeant. Et il y a un point que tu soulignais, Charlie, sur l'impact aussi sur ta vie au quotidien qui est assez important, qui est, je pense, plus un sujet aujourd'hui, moi, avec les volumes que j'ai, mais sur la vie sociale, sur l'intégration, sur l'alcool en soirée, sur les nuits que tu dois faire en récupération, le sommeil que tu veux préserver, des choses comme ça. Donc forcément, ça a un impact assez important, c'est un engagement. Ouais, parce que Ouais. c'est une étape qui est pas facile à prendre quand même, hein. Notamment chez les gens qui veulent s'y mettre un peu plus sérieusement, qui veulent passer, aller de 3 4 sessions par semaine à peut-être le double. On reste sur des volumes qui sont relativement modestes encore, comparé probablement à ce que tu fais aujourd'hui. Mais ça commence à impliquer des changements au quotidien qui sont notables. Tu as raison sur la vie sociale, sur comment est-ce que je cale 7 8 9 séances d'entraînement dans une semaine avec un taf à côté, une famille et comment je préserve tout ça. Et finalement, après, passer de 10 à 12, 13, 15, c'est d'autres défis, mais c'est peut-être pas un changement aussi radical, quoi. Là, il y C'est a le clair. truc où on est très nombreux à le connaître, de comment est-ce que je passe de 5 à 10 heures déjà. Et là, il y a des gros bouleversements, il faut faire tenir tout ça, sans qu'on puisse en plus avoir l'excuse que je passe pro, donc j'ai besoin de ça. Non, non, on reste des triathlètes amateurs qui aimerions en faire un peu plus. Exactement. Bonne définition. Moi, ce qui me fait flipper, c'est quand même que tu as dit je me lance vraiment sérieusement dedans et je pars sur le 73 de Lanzarote. Le jour où tu te lances Ouais, sur full, c'est quoi? C'est Hérault en 3 mois aussi, non? non, c'est clair. Après, forcément, j'habite en Espagne, donc moi, c'était un triathlon qui me faisait rêver, qui est sur une île qui fait rêver, certes, qui est compliqué, mais je connaissais déjà un peu l'île en plus en étant allé plus en tourisme, et donc c'est une île que je trouvais vraiment magnifique, canon. Et c'est vrai que les conditions sont un peu plus coriaces en termes de vent, en termes de dénivelé. Le parc du Dimanshaya, là, le parc naturel de Lave, là, et tu crames bien quand même, donc qui fait une chaleur plus le vent et plus le dénivelé qui est pas forcément super agréable, mais qui est mythique et qui est une course juste sublime pour moi. Ouais, tu sais, ça peut te faire rêver, hein. Moi, en brun, ça me fait rêver, hein. C'est pas pour autant que je vais le préparer en 3 mois, hein. C'est vrai. Non, mais plus sérieusement, du coup, tu structures un peu plus. Tu es accompagné par ce pote qui fait aussi office de coach. Euh, Au-delà du côté logistique, où effectivement il faut trouver le temps de se mettre 5, 6, 8 heures parfois par semaine d'entraînement, comment est-ce que tu commences vraiment à structurer aussi mentalement tout ça? Parce que, ok, tu as un objectif, j'imagine que tu as dit à ta copine, bon chérie, voilà, avec Jean-Pierre, là, on va aller à Lanza, lâche-moi la grappe pendant 3 mois, tu vas voir après ça va bien se passer, je vais être détendu, puis ce sera cool. Comment tu as vendu le truc à ta copine? C'est un bon sujet. C'est un bon sujet et c'est toujours d'actualité. Comment je Oui, vois encore le prochain là challenge? on coupe au montage, c'est ça? Non, 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 pas du tout. Comment? Je pense que ça s'est fait progressif. J'étais pas au volume non plus que je fais là maintenant et au démarrage, bah, je pense qu'elle le prend plus comme ok, c'est un hobby qui lui prend un peu plus de temps qu'avant, mais globalement c'est fun. Plus elle, c'est dans son réseau proche avec sa meilleure copine et slash son pote, donc elle se dit en fait chouette, il y a une belle amitié qui s'est nouée. En plus, ils se lancent dans le sport avec eux. À ce moment-là, elle voit pas trop le traquenard arriver des heures de volume, de l'investissement financier, du vélo, des grandes sorties longues, etc. Ça se dit quoi, financier? Non, il n'y a pas d'investissement quand on commence le triathlon. Tout petit peu, ouais, tout petit peu. Et justement, là, tu commences à t'équiper du coup, ou tu restes sur ton vélo qui était plus pour faire du bikepacking avec tes potes. Ouais, je commence à m'équiper. J'achète un vélo de chrono du coup en début mars. Donc l'Iron de Lanza est fin mars. J'ai dû le recevoir, enfin le temps qu'il arrive, etc. Je le reçois peut-être 2 semaines avant la course. Donc ça aussi, je pense, c'est une méga best practice à partager. Donc complètement random sur la position, quoi que ce soit. J'avais pas non plus testé l'aéro, mais mais je le reçois et je l'ai toujours d'ailleurs. Et donc ça a été surtout le gros gap d'investissement forcément sur le passage sur un vélo chrono. Et après la partie plus matos dédié, combi, ouais, parce que
combis au démarrage. J'ai fait la plupart de mes triathlons avant Olympico sur des combis de surf, parce que je fais pas mal de surf à côté, donc c'était les trucs que tu passes par l'épaule en plus, c'est sans ouverture, donc je te raconte pas après la natte, le passage quand t'es La bloqué, transition 18 etc., la minutes. transition qui est infernale. Mais non, ouais, le matos vient petit à petit, le vélo surtout, c'est le plus gros investissement forcément, et après le matos, c'est venu plus au compte-gouttes, je dirais. J'ai pas fait un énorme craquage où je me suis fait une commande de tout ce qui pouvait arriver, et encore aujourd'hui sur des renouvellements de matos ou autre, mais ouais, petit à petit, ouais. Et du coup, ça se passe comment ce premier 73 de Lanzarote? Ça se passe super bien. Sur l'expérience, je le fais en 5h30. Donc pour un premier avec l'entraînement que j'ai eu en 3-4 mois, j'étais content. Ça se passe bien, très 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 chaud de mon souvenir, mais la natte très impressionnant sur le choc du démarrage. C'était pas du mass start, mais quand même, tu prends quand même des sacrés coups ou autres. Et c'était la première fois où, avec en plus un vrai objectif de préparation ou autre, tu te rends compte du bazar du départ de la natation. Le vélo, c'était le point qui me faisait le plus peur en termes de distance et en termes de dénivelé. Le vent aussi qui est à Lanza, donc c'est ce qui me faisait le plus peur, mais bizarrement, il est passé assez facilement. Et surtout que je le faisais avec un pote aussi, du coup, et je savais qu'il était meilleur que moi en vélo, qu'il me doublerait sur le vélo. Donc je l'attendais un peu sur toute la partie vélo. Donc je regardais un peu derrière moi pendant tout le vélo et il n'est pas arrivé. Donc mentalement et psychologiquement, ça a été une délivrance. Et c'est plutôt ça qui m'a boosté après, qui m'a fuel pour partir sur le semi en me disant que c'était réglé et que si je terminais le semi sans le vélo sans l'avoir vu, c'est que j'arriverais à dérouler mon semi et que ça passerait, quoi. Donc globalement, super expérience, super feeling et tu découvres déjà un 73, donc des grosses distances, pas mal de fierté de se dire génial, j'ai réussi à faire mon premier Iron, enfin half. Donc c'est super chouette. Et globalement là, il y a toute l'organisation, c'est encore une ambiance sur le label Ironman qui est quand même à un autre niveau de ce que j'avais pu voir sur des triathlons olympiques ou des triathlons S. Toute la partie aussi remise des prix cérémonie, j'étais allé par curiosité aussi sur la remise à Lanzarote, donc c'était chouette. Et justement, ouais, quand j'y reprends, c'était Mathilde Margeret qui est arrivée deuxième de Lanza. Et tu vois, on était peut-être les seuls Français qui étaient là-bas. Donc, on avait discuté à la fin. Et je me rappelle, ouais, je lui avais raconté un peu les trucs. Il m'avait dit, ah, t'as fini quand même avant, en me voyant, c'était sa première réflexion, tu vois. Ça m'avait fait marrer. Mais ouais, clairement, une expérience vraiment dingue. Et c'est là où je pense que j'ai vraiment été hameçonné. Je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable. Et let's go. Et on va continuer cette année. Et on va se donner un peu plus, quoi. Non, mais, par contre, moi, Charlie, ça va pas être possible, hein. Moi, je peux pas discuter avec des amateurs qui ont autant de facilité, c'est juste pas possible. On enchaîne les épisodes où on reçoit que des gens qui, en 1 ou 2 ans, se qualifient pour les championnats du monde. C'est vrai que il faudra qu'on sélectionne mieux les invités à l'entrée. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est pas possible. On peut pas raconter à nos auditrices et nos auditeurs que c'est facile de se mettre au triathlon puis vous allez vous éclater si c'est pour que dans 2 ans vous soyez à Kona ou au championnat du monde de 73. C'est pas possible, Armel. Il y a un truc. La natation, par exemple. Tu nageais déjà avant, sportivement parlant, pas juste pousser la planche pour faire du surf, quoi. Sportivement parlant, zéro, pas du tout. Mais comme je te disais, comme j'ai habité à Brest une grosse partie de mon enfance aussi, avec la planche, avec le surf, avec l'optimiste haute, globalement, tu es quand même baigné dans un univers marin ou même dans l'eau très régulièrement. Et donc oui, je me démerdais et je nageais, mais j'ai jamais fait de la natation en club, fait quoi que ce soit, quoi. Et ce premier 1009, là, sur le half de Lanza, ça se passe comment au-delà de la mini machine à laver au départ, parce que c'était pas une Mastart, comme tu l'as dit? Globalement, ça se passe bien. Je suis un peu sur la réserve de me dire, je sais pas ce qui m'attend après, et c'est plus ça qui me fait peur. Mais la natte, même bizarrement, et même là, je le vois à l'entraînement, c'est la partie que j'aime le plus. Je pense que c'est assez contraire à pas mal de triathlètes, je pense, soit des tests ou autres. Et tu vois, j'avais encore une session nage midi, et je me le répète souvent quand je suis dans l'eau, et je me dis, je pense que c'est celui que j'aime de plus en plus j'en fais, quoi. Et Donc non, pour te répondre sur Lanza, ça s'est bien passé. Forcément, sur la réserve, tu sais pas trop à quoi t'attendre parce que tu as le full du vélo et après la course à pied. Mais plutôt une bonne expérience de la natation et de ce qui en sort, quoi.
Bon, alors du coup, le vélo, on a compris que ça s'est bien passé. T'as jamais vu ton pote que tu checkais dans le rétro. Et la course à pied, du coup, c'était quand même ton point fort à la base. Ouais. Tu pars détendu, tu pars avec un nœud au niveau du bide. Enfin, comment ça se passe sur ce premier 73? On le rappelle, c'était ton premier 73. Ouais. Je pars détendu, mais j'ai aucune idée comment mes jambes vont réagir. Donc, je me souviens de me dire souvent au moment de passage dans la transition, à me prendre un gel et à me dire putain, il y a un semi à aller enchaîner, tu l'as déjà fait, mais en ayant enchaîné la course à pied, le vélo et la natte, tu l'as jamais fait. Donc un peu plus observation, je pense, sur les premiers kilomètres, voilà, jusqu'aux 10 premières bornes, c'est plus se dire est-ce que les jambes répondent. Et j'avais un peu peur du truc de se dire parce qu'aussi j'avais entendu mon coach forcément m'en parler des choses, mais se dire bah tu peux cramper, tu peux avoir des douleurs intestinales si les gels tu les trucs. Donc j'étais plus. Salut, c'est Charlie d'Opentree et je me permets d'interrompre le podcast 30 petites secondes parce qu'Armano et moi, on a besoin de votre aide. On a besoin d'un petit service qui vraiment va vous prendre littéralement quelques secondes, mais qui va faire une différence énorme pour nous permettre de faire grossir le podcast. Ce petit service, c'est juste de laisser un like sous cette vidéo en cliquant sur l'icône du pouce vers le haut. Et si possible, dans la foulée, de laisser un commentaire de quelques mots pour nous dire ce qui vous plaît le plus dans ce podcast. Ça, pour vous, c'est 30 secondes, mais pour nous, ça va nous permettre d'aller chercher de nouveaux éditeurs et de faire grossir l'audience du podcast Devenir Triathlète. Alors si ça vous plaît, je compte sur vous. Prenez ces 30 secondes et je vous remercie par avance. Allez, tout de suite, c'est parti. Je poursuis sur la suite de l'épisode. En observation de mon corps, à me dire est-ce qu'il y a un truc qui va se passer, est-ce que mon corps va péter à un moment ou est-ce que je vais attendre un mur à un endroit ou non. J'étais plus en observation et globalement le semi se passe bien malgré vraiment la chaleur. Je me souviens c'était plus la partie chaleur était vraiment très dure sur la course à pied, mais il se passe bien et tu vois je le fais en 1,40, 1,41 et donc j'étais quand même content sur mon premier 73 et sur les temps global quoi. Et une fois que tu passes la ligne, t'en ressors quoi de ce premier Alpha Ironman? Si ce n'est l'envie de recommencer, évidemment. Ouais, je pense que l'envie de recommencer, elle arrive un peu après. Tout de suite, quand tu franchis la ligne, je sais pas. Mais j'en ressors quoi? Non, bah, énormément de plaisir, énormément de bonheur. Il y avait pas mal de potes qui étaient là sur la ligne d'arrivée, ma copine qui était là, le coach qui était déjà arrivé, douché, changé, bien évidemment, qui était là déjà depuis un petit bout de temps. Et c'est des moments de pure joie, surtout pour un premier, de se dire, ça y est, j'ai fait un Alpha Ironman. Donc, non, vraiment des moments d'explosion de joie, vraiment des sourires et des gros câlins avec les copains, avec la copine, tout le monde. Non, c'était plus un gros moment de joie, une explosion de bonheur à ce moment-là et me dire c'était vachement chouette et surtout pour moi c'était la première fois que je me fixais réellement un objectif sportif. J'avais réellement une préparation derrière dédiée avec un suivi, un accompagnement avec un coach. Donc il y avait quand même ce sentiment d'accomplissement de se dire bah, génial en fait tout ça c'était pour ça, même si c'était qu'une prépa de 3-4 mois et donc ça n'a pas duré des années non plus. Mais vraiment le fait de cheminer jusqu'à cet événement, tu as l'accomplissement et c'est fait et en plus tu es content de ton temps. Donc ça se passe, c'est vraiment un moment de pure joie quoi. Et sur la partie justement data ou autre, tu nous disais qu'au début, tu n'étais pas du tout data, voire même tu étais carrément contre ça. Comment s'opère ce switch de commencer à travailler avec quelqu'un, de commencer à regarder sa data, peut-être de commencer à analyser sa data? Je ne sais pas si tu l'as analysé toi de ton côté ou si tu l'as analysé avec ton coach ou si finalement tu enregistrais, tu envoyais au coach ou tu laissais le coach regarder et puis après il te faisait un retour. Enfin, comment a continué ton chemin avec la data? Yes, ouais, non, c'est une bonne question. Le passage déjà, bah, forcément sur la partie course à pied homme sur le sport, il passe par l'achat d'une montre connectée, forcément d'une Garmin. Et donc là, du coup, en fait, tu as le côté un peu addictif aussi d'avoir ces datas, d'avoir ces temps. Et donc, en fait, finalement, je me prends au jeu rapidement. Passer de quelqu'un qui détestait ça, finalement, me dire que c'est plutôt fun et factuel de voir en fait ses progrès ou autres. Donc, je pense que ça vient aussi naturellement avec le passage de la chaîne Garmin. Et donc, forcément, il y a ce côté fun. Et après, surtout, il y a la définition de mes zones d'entraînement. Et je pense que je suis quelqu'un qui ne ferait pas fond dedans si je comprends pas ce que je fais. Et donc, le démarrage, je me souviens avec mon coach, il me donnait des séances, il me disait d'aller nager, je sais pas, 500 mètres, 600 mètres, où il allait tester mes niveaux je pense qu'il voulait juste voir à peu près à quel niveau j'étais. Et donc, moi, sans m'avoir expliqué le démarrage ou autre, en fait, je comprenais pas du tout l'intérêt. Et donc, j'y allais, mais je faisais 2 kilomètres, par exemple. Et je lui disais, je me déplace pas à la piscine pour aller barboter 3 minutes en 500 mètres. Donc au début, tu vois, j'étais assez têtu sur mon approche, sur ce que j'avais en tête et ce que je voulais pas voir.
Et après, en fait, au fur et à mesure des échanges, au fur et à mesure des discussions, la définition des zones, du coup, je disais, on a commencé très vite, du coup, à faire des tests de lactate avec lui. Forcément, il m'a mis un peu dans son jus avec ce qu'il avait de manière un peu professionnalisée et une approche pour un amateur haute qui peut paraître démesurée, mais moi qui m'a mis du coup le bain directement dedans. Surtout que Et en tu avais fait, la chance de l'avoir à côté de toi. Enfin, je veux dire, c'était pas un coach à distance pour le coup. Là, tu me disais que tu avais déjà noué des relations d'amitié, donc j'imagine que ouais, une ou deux exactement. fois par semaine, il était au bord de la piscine ou au bord de la piste avec toi. Exactement, et on pouvait échanger par message, par appel, je le voyais régulièrement. Donc oui, forcément, il y a cet aspect, cette envie de progresser qui arrive très vite et qui est encore plus grisant, quoi, forcément. Parce que tu vois l'image du pro et donc qui est dans une autre galaxie complète. Mais toi, tu t'y mets un petit peu sérieusement et tu t'essayes d'y aller step by step. Et donc forcément, quand tu as cette image et cet exemple au fond, forcément, ça peut que te motiver, que te pousser, quoi. Et après cette période-là, du coup, tu enchaînes assez vite sur d'autres objectifs. Tu sais assez vite ce vers quoi tu vas tendre en termes de compétition, de format, etc. Ouais, je termine Lanzarote, j'y avais pas de plan particulier. Je m'étais dit sûr, je vais en refaire un et ce qu'on en disait, ce moment de Joao, je me suis dit génial, j'ai envie de revivre ça et let's go, on va continuer. Je m'inscris à deux autres Olympiques. Je m'inscris à Annecy juste avant l'été, je crois que c'est fin juin. Donc entre mars et juin, il se passe un peu quand même quelques mois. Mais je m'inscris fin juin à celui d'Annecy en Olympique. Après, à celui de Santander, du coup, en Espagne, dans le Pays Basque espagnol aussi en septembre. Et après, de fil en aiguille, je me dis, en fait, j'ai envie de recaler un 73 dans l'année et je fais le challenge Vibuco, du coup, fin octobre. Donc, du coup, pour ma première année, je fais 2,73 avec Lanza, puis après Vieux-Boucau, avec du coup cette préparation qui s'intensifie, qui s'accélère, mais toujours voilà, sur ce même fil rouge avec mon coach et dans un optique de progresser forcément et d'aller chercher des temps et des nouveaux paliers, quoi. Bon, et le deuxième 73, aussi bien que le premier, ou là tu prends un retour de bâton? Non, non, le deuxième 73 se passe super bien. C'était à Vieux-Boucau du coup fin octobre, sur du coup le challenge. Météo catastrophique, il pleut et tout là sur le démarrage et tout, qui était assez costaud. Il y a eu beaucoup de pluie sur toute la course même. Mais non, ça se passe super bien. Je fais 4h45, donc je gagne quasiment 45 minutes sur mon temps. Après quoi? Après 6-7 mois qui se sont écoulés entre mars et fin octobre, quoi. Donc, du coup, la progression, je la vois tout de suite. Je me dis qu'en fait, travailler, s'entraîner un peu plus dur, ça paye cash et que ça va assez vite et que c'est factuel encore une fois. Donc, ça pousse encore plus à vouloir se dépasser parce qu'on voit les chiffres concrètement sur le même type de distance. Certes, il n'y a pas le dénivelé de Lanzarote, donc c'est pas comparable. Non, c'est pas égal en termes de comparaison, mais forcément il y a un beau progrès et je me dis en fait let's go quoi. Je me vois qui commence à grimper dans des catégories hautes. Je me dis que mon temps il progresse, donc je suis loin encore de me dire je peux me qualifier ou quoi que ce soit, mais je me dis en fait génial, il y a quelque chose à faire là-dessus et si moi première année je peux faire de 73, pourquoi pas accélérer aussi pour l'année prochaine quoi. Donc ça laisse des belles portes ouvertes après pour 2024, me dire voyons ce que ça donne et on va continuer dans cette direction quoi. Bon, et là, du coup, 2024, comment tu abordes l'année? Avec un peu plus de recherche de performance encore ou toujours un petit peu cette insouciance, cette innocence de dire ouais, j'y vais pour kiffer, quoi. Même si je m'améliore, j'y vais quand même pour kiffer. Non, là, vraiment plus dans ton premier scénario. Là, je me dis vraiment, on passe sur la performance. En fait, en parallèle, j'ai un shift aussi sur mon côté pro où je vais me dédier sur les organisations sportives, donc dans mon taf au quotidien. Donc, j'avais un peu ce rêve côté personnellement où je me disais, ça, c'était carrément tout courant 2023, en fait, pendant ma pratique du triathlon. De plus en plus, je pratiquais sur la partie tri et je me disais, en fait, génial, je suis passionné de sport, j'adore toutes les activités outdoor, tout ce qui est dehors. Et je me disais de plus en plus au quotidien, j'adorerais travailler soit dans une organisation sportive ou être dédié dans une organisation sportive sur des sujets d'innovation. Et donc, j'ai à la fois ce challenge pro qui me pousse, ou en tout cas ce tiraillement qui me pousse, et en même temps, du coup, dans l'année, je découvre la pratique un peu plus structurée d'un sport avec un coach, avec un pro. Donc, en fait, j'ai un peu ce dilemme sur les deux. Donc, ce que j'arrive à faire de mon côté pro, à me spécialiser et à développer l'ensemble des sujets sport qui n'existaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément structurés chez Amazon sur les sujets sport. Donc, je lance vraiment toute cette organisation on va développer le sport chez Amazon sur ces sujets. On va aller chercher des cas d'innovation avec des grandes équipes, que ce soit en Ligue 1, des équipes du World Tour. En F1 aussi, on travaille pas mal avec d'autres acteurs. Donc,
je me lance là-dedans sur le pro. Et après, je shift aussi du coup avec le coach. Et donc du coup, j'arrive en 2024. Donc là, il y a quelques mois, début 2024, dans une optique complètement différente. Parce que j'accompagne du coup ces boîtes, ces organisations sportives sur le pro, sur des sujets d'analyse de performance, d'engagement des fans, de diffusion des événements sportifs en live, des sujets de problématiques de smart stadium aussi. Donc, je suis vraiment plongé plus dans la data performance et dans la performance. Et donc là, janvier, en fait, il y a un shift total sur ce début d'année où après un an, en fait, 2023, dans le pro et en plus dans le loisir, dans le perso, en ayant un peu plus structuré mon approche, je me dis let's go, la fois aller chercher la performance, t'en parles tous les jours à tes clients, mais maintenant c'est un peu toi le cobaye, donc let's go voir ce que ça va donner. Et donc là, non, je me souviens d'un call justement avec mon coach où je lui dis concrètement en fait qu'est-ce qui me manque pour aller me qualifier sur les mondiaux dans ma catégorie d'âge. T'as une trentaine d'élèves, concrètement qu'est-ce qu'ils font que je ne fais pas, quel type de volume ils se mettent, quel type de séance. Je veux que tu me les passes et on voit ce que ça donne et let's go, quoi. Donc là, il y a un shift réel. Et donc là, maintenant, tu vois, depuis début 2024, donc c'est vraiment à partir de janvier, la rentrée au retour, je fais des semaines entre 10 et 15 heures. Je suis monté à plusieurs semaines à 18 heures, mais globalement, mes semaines, elles tournent plus entre 10 et 15 heures. Donc, je fais les 3 sports 3 fois et je découvre le renforcement musculaire aussi, truc que j'avais jamais abordé. Je suis plus passionné d'outdoor, donc c'est plus le cadre extérieur, la nature haute qui me plaît. Donc, la partie s'inscrire à une salle et aller faire des trucs en salle, c'était clairement le truc qui me faisait chier, mais bon, ça pour le coup, je l'ai intégré. Et voilà, il y a l'objectif réel. Et pour le coup, depuis janvier 2024, l'objectif, il est là. C'était la qualification pour les mondiaux et comment je vais réussir à choper un slot et surtout voir où j'en suis parce qu'en fait, j'en ai fait que 2. J'ai fait mon dernier temps en 4,45. J'en ai fait que 2,73 et du coup, il y a cet appel et cette structure qui se lance avec le coach. Du coup, lui, bien sûr, me donne tous ses conseils. Et après, moi, de mon côté, pour faire le lien aussi avec ce que tu me disais sur la partie data, je trouve un site là sur Sport Endurance où je récupère un peu en fait une trentaine de données de course de l'année 2023 et en fait je me fais mon analytique où je regarde en fait en moyenne qu'est-ce qu'il faut pour être sur les mondiaux, à quel slot ou en tout cas dans un top 10 sur un 73, qu'est-ce qu'il faut en termes de temps, qu'est-ce qu'il faut sur les 3 sports et je me dis en fait c'est l'objectif et voilà les objectifs de temps que j'ai et donc je les partage aussi à mon coach, donc ça le fait marrer de me voir arriver avec mon Excel et je lui dis écoute voilà l'approche, voilà je dois aller donc t'as intérêt à m'y amener et voilà et ça commence comme ça en janvier. Pour un coach, c'est un régal d'avoir un coaché aussi impliqué et qui arrive lui aussi avec des datas pour construire son objectif. Et du coup, par rapport à ça, c'était intéressant. Tu vas sonder ton coach pour savoir ce qui te sépare aujourd'hui d'une possible qualification au monde. Globalement, il en ressort quoi? Qu'est-ce que aujourd'hui tu dois ajouter de plus? Où est-ce que tu dois te renforcer pour que cet objectif-là devienne réalité? Ouais, il en sort sur la natte des bases correctes. Donc on va intensifier la natte, mais globalement mettre plus de séances certes sur du volume, mais globalement des exercices techniques aussi que je ne sais pas forcément. Sur l'année 2023 aussi, j'étais moins sérieux là-dessus et c'est des trucs tout cons par exemple, mais ça faisait déjà presque un an qu'il me coachait et il me donnait ses séances avec plaquettes, poules, etc. et tout. Moi, c'est des trucs qui me faisaient clairement chier, donc j'en avais pas acheté, j'en avais pas. Et donc, en fait, quand je lui dis à la fin de l'année que de une, je suis jamais allé à la salle de sport et que de deux, j'ai jamais acheté des plaquettes et des trucs, clairement, il me met une tarte, quoi. Il me dit, mais en fait, je rectifie ce que j'ai dit sur le coaché idéal. Pas du tout, en fait. Parce que je pense que ouais, j'étais borné là-dessus, mais concrètement, donc, il y a ce chiffre de me dire, tu vas faire l'ensemble des séances et tu vas les faire bien et tu vas les appliquer. Et après, il y a monter en volume. Clairement, sur le vélo, par exemple, s'envoyer des volumes tous les week-ends, aller faire des sorties longues ou même l'achat d'un home trainer aussi que j'ai acheté en 2023. Mais aller s'envoyer des séances en plus. Globalement, sur les 3 sports, c'était du volume, donc vraiment augmenter en nombre de volume. Mais surtout sur le vélo, comme j'avais pas un passif de cycliste ou quoi que ce soit, ou même de sport loisir sur le vélo, c'est là où même l'écart se creuse globalement sur l'épreuve parce que c'est là où il y a les gaps de temps qui se font au vu de la longueur de la partie vélo. Donc, clairement mettre plus de volume sur du vélo et après aller chercher du fractionné un peu plus intense aussi en course à pied pour essayer de réduire un maximum l'écart sur la course à pied, quoi. Wow. Non mais c'est bien parce que on coche toutes les cases du ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. C'est génial Armel, hein. C'est un vrai webinaire. On aurait dû se la faire en live celle-là. Oui, Lina.
Bon, alors vas-y, on va arrêter avec le suspense, surtout ceux qui sont déjà passés sur ton Insta ou sur ton LinkedIn. Début 2024, tu vas voir ton coach, tu lui partages tes objectifs, vous commencez à mettre les choses en place. Et puis, comment tu fixes ton calendrier? Pareil, Ouais. tu viens avec un Excel et puis tu as regardé partout où il y avait un temps faisable et où étaient les endroits les plus faciles pour se qualifier pour les mondes. Exactement. Donc j'épluche déjà la première passe, forcément, elle passe sur éplucher le calendrier Ironman. Mais au moment où je l'épluche, les slots qualificatifs pour les mondiaux, donc Nouvelle-Zélande cette année, ils sont un peu tagués sur toutes les courses. Ils n'avaient pas mis à jour l'ensemble des courses. Et ça, je me fais avoir parce que je me dis, en fait, j'ai l'année. Le dernier, je crois que c'était Cascais au Portugal. Donc je me dis jusqu'à octobre. Ou en tout cas, c'est peut-être moi qui avais mal lu, mais j'avais vu le logo slot qualificatif jusqu'en octobre. Donc je me disais, en fait, j'ai la full année. Donc je vais me dire, en fait, les premières courses que je vais faire, ça va le faire. Et après, en fait, je vais pouvoir progresser au fur et à mesure de l'année. Et mon niveau, quand ma première, du coup, en avril, sera pas le même que mon niveau en octobre. Donc, en fait, ça peut le faire. C'est un peu ce que je me dis au démarrage, quoi. Et en fait, quand je réactualise un peu les slots ou autres, enfin, les pages plutôt Ironman, je me rends compte qu'ils coupent fin juin. Et donc là, vient un petit moment de panique où je me dis, bah, en fait, fuck, j'ai plus que jusqu'à juin. Il faut absolument que je trouve des courses. C'est un peu l'objectif de ton année et tu vas tout mettre pour. Mais en fait, si t'es juste pas inscrit à des courses ou autres, ça va pas le faire. Donc là, il y a un peu un shift sur le calendrier qui arrive. Et donc, je m'inscris à Valence fin avril. Et après, je m'étais plus dit, j'en fais une pendant l'été et j'en fais un troisième en octobre. Donc, du coup, je shift complet aussi là-dessus et je me dis, let's go, en fait, inscris-toi à plus de courses parce que ça m'étonnerait qu'en 1,73 tu arrives à te qualifier. Et donc, je m'inscris au Sable d'Olonne fin juin. Et après, dans un petit moment de stress, je vois toutes les inscriptions qui sont en train de sauter ou autres. Et je me dis, il me faut peut-être une troisième chance. Et je m'inscris aussi sur Aix-en-Provence. Il y a une grosse semaine du coup. Donc en fait, Ce qui est en génial, c'est que l'espace sur de le deux côté semaines, financier, ce qui est ah génial, mais c'est que sur le voilà, côté financier, même ne serait-ce que sur les inscriptions aux courses, j'allais tu as fait j'allais y péter le. venir. J'allais y venir justement. Donc en fait, au vu de ce changement où je m'étais dit que j'étalerais les slots, etc., je me retrouve concrètement dans une situation où je me dis merde, je viens de lâcher un SMIC sur des inscriptions de courses pour un rêve qui potentiellement n'est pas réalisable. Et by the way, je mets tout avec une course par mois finalement, sans avoir non plus un passé de pro ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que j'ai intégré le renforcement musculaire pour pas me blesser. De me dire, est-ce que déjà physiquement, je vais réussir à tenir 3,73 en 3 mois? Et surtout, je me dis, ouais, c'est clairement un énorme budget que je mets en 3 mois sur un truc qui potentiellement n'est pas du tout smart, où j'aurais peut-être dû attendre pour 2025 sur les slots. Donc je me remets pas mal en question sur ce choix-là, ouais. Mais je me dis, de toute façon, J'imagine que trop ta tard, je suis copine, elle inscrit. tiède. Ah bah, J'imagine. Elle t'aide elle- aussi à te remettre en question sur mais qu'est-ce ouais, que t'as ouais, c'est foutu avec la clair. carte, quoi. Clairement. Il y a, by the way, qu'est-ce qu'on va faire nous cet été? C'est quoi cette inscription aux courses de partout et comment on va s'organiser au quotidien aussi, quoi. Donc, non, c'est clair. Bon, et du coup, première course, 73 de Valence, en Espagne. Ouais, exactement. Et donc, avant Valence, juste avant, je me mets un triathlon près de Barcelone, le Tritour en Espagne. C'est un circuit où il y a quelques courses, il y a 3-4 courses. Donc, début avril, juste avant, du coup, donc 2-3 semaines juste avant Valence, donc à Deltebre, donc au sud de Barcelone, qui était un peu pour moi le crash test de voir un peu où était mon niveau avant Valence. Et donc celui-ci, donc sur c'est un format un peu hybride. Il y avait 1 kilomètre de nage, 60 de vélo et après 10 bornes. Je sais pas si ça se retrouve sur beaucoup de formats, mais en tout cas, je l'avais pas vu. Il y avait 57 de vélo après derrière. Bref, et donc du coup, j'ai choisi celui-ci et je fais un bon temps parce que je me dis, je termine au scratch 15e de la course overall. Donc il y avait 300-400 personnes, donc il y avait pas il y avait pas non plus une grosse foule, mais je finis 15e après quelques pros qui étaient là. Donc c'est une course bien sûr régionale ou autre, mais là je me dis du coup début avril en fait il y a clairement quelque chose à jouer, tu es quand même dans le haut du panier sur ta course et ça se passe super. Et surtout c'est un peu le résultat sur la première course début de saison de se dire quelle a été la préparation de l'hiver, qu'est-ce que ça a donné et un peu où est-ce qu'on est les phases de progression par rapport à Vieux-Boucau en octobre dernier. Donc là celui-ci c'est là où je me dis en fait ouais il y a moyen que tu fasses quelque chose cette année, tu as fait quand même une belle course. Et donc du coup Valence fin avril, donc premier 73 de l'année. J'y vais une semaine avant aussi, du coup, avec le coach pour aller voir un peu les repérages du lieu ou autre, qui a été aussi super important pour moi, de se dire, en fait, t'as tes repères, tu vois exactement où est-ce que tu vas nager, où est-ce que tu vas faire le vélo, tu as déjà fait le vélo, pareil sur la course à pied ou autre. Ça, pour le coup, pour moi, l'aspect visualisation a été super, super important.
Et voilà, ça s'est super bien passé. Du coup, je termine Valence en 4,32. Et donc, du coup, au vu de l'Excel que j'avais fait, je savais que je pouvais être dans un top 15. J'avais fait l'Excel sur mon analytique ou autre et je voyais qu'en 4,22, globalement, tu étais dans le top 10 assuré sur les courses. Et en dessous de 4,35, j'étais encore dans un top 15. Et après 4,40, 4,45, c'était les top 20, les top 30 dans ma catégorie. Et donc, du coup, je termine la course heureux, mais je me dis, voilà, je sais pas ce que ça va donner. On sait pas, il y a quand même la cérémonie après derrière. On sait pas ce que ça va donner. On sait pas combien. Je savais pas encore exactement le nombre de slots qui étaient par catégorie. Et donc, il y a 2 slots. Il y a 2 slots sur la catégorie, donc sur le 20-25. Donc moi, je termine 13e de ma 4. Donc je me dis, en fait, certes, c'est un bon temps, etc. Mais voilà, il y a quand même une dizaine de gars qui sont devant moi. Donc je l'ai pas eu automatiquement directement. Et donc cérémonie le soir même, donc la cérémonie classique où ils donnent les slots. Et donc là, les 2 premiers ont déjà leurs slots, sont là, ils refusent. Le 3e sur le podium le prend. Et après, du coup, s'en vient une série de personnes qui disent soit non, soit qui sont pas là à la cérémonie. Et ça arrive jusqu'au 13e, du coup, et je réclame mon slot. Et du coup, moment forcément de joie, moment un peu d'incompréhension aussi, parce que j'étais qu'avec des Espagnols, donc on parlait qu'espagnol. Derrière moi, il y avait quelques Français aussi qui étaient là et qui savaient qu'il n'y avait pas d'Espagnol dans le top 10 et qui me voient partir chercher un slot et donc qui comprennent pas. Donc il y a un petit moment d'incompréhension aussi avec l'audience qui pense qu'il y a un Espagnol qui essaie de récupérer un slot, etc. Et en fait, pas du tout. Mais donc, du coup, il y a un petit moment de flottement qui se gêne sur est-ce que c'est réellement Armel Legret qui est là, est-ce qu'on peut avoir une carte d'identité, est-ce que c'est réellement lui qui récupère son slot? Mais du coup, non, slot bien validé. Et du coup, je m'y attendais surtout pas du tout, quoi, parce que je m'étais inscrit à 3 autres courses. Je m'étais dit que c'était le premier de l'année. Pour moi, c'était un peu le test pour voir où j'en étais en termes de niveau. Donc, certes, il y a un roll down qui est positif, mais après, voilà, je suis quand même très content de mon temps et pour un 3e 73, je suis super fier de ce temps et ça s'est très, très bien passé. Et globalement, voilà, explosion de bonheur aussi, encore plus décuplé que j'ai pu avoir sur d'autres courses avec le slot, avec le rêve aussi du voyage en Nouvelle-Zélande qui me faisait rêver depuis quand même pas mal de temps. Me dire qu'il y a la Nouvelle-Zélande avec qui vient en plus en bonus dans le package. Donc là, c'est pur bonheur et grosse joie, quoi. Bon, vas-y, Charlie. Une belle progression. Donc en un an, tu passes finalement presque 1 heure de moins sur format 73, même si les parcours sont pas tout à fait comparables. J'imagine la satisfaction déjà du chrono, la satisfaction de la qualif, et aussi, j'imagine, le soulagement de pouvoir vivre une suite d'année 2024 un peu plus tranquille, puisque la qualif est dans la poche et que finalement, l'objectif arrive presque 7 mois plus tard, là, à la fin de l'année, en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est un truc qui va te permettre, j'imagine, aussi de voir un peu plus sereinement l'année 2024. Carrément, c'est entièrement ça. Déjà, en termes de chrono, super content, comme tu le dis. Enfin, je suis le premier à 5,35, le deuxième à 4,45 et après le troisième à 4,30, donc 4,32. Donc forcément, il y a une belle progression et une suite qui était là. Donc la blague avec mon coach, c'était ça, c'était que ça va donner le 4e, le 5e. On va se rapprocher des 4 heures et on va aller gratter les points. C'est un peu une vanne parce que je sais qu'il y a un monde d'écart qui est entre ces 30 minutes qui traînent et autres. Mais bon, bref, c'était un peu la blague récurrente. Mais ouais, déjà, super, super content. Et après, globalement, c'est un soulagement aussi sur le reste de l'année, parce que je me dis que là, sur 2024, en fait, bah oui, l'objectif, il est validé. Il y a que 50% du job qui est fait, parce que certes, j'ai la qualif, maintenant, c'est what's next sur 2024. C'est quelle autre course je vais pouvoir aller chercher. Quels sont maintenant les nouveaux objectifs pendant l'année, après aussi pour les mondiaux et la suite sur 2025 ou autre, qu'est-ce que je vise et où est-ce que je veux aller, quoi. Donc ouais, c'est clair que en termes de liberté d'esprit, là, c'est complètement, c'est une pratique différente. Là, il y a un peu moins de pression quand on est drivé par un objectif et qu'on a un peu tourné son année autour, quoi. Mais après, par contre, Armel, le problème, c'est que là, tu as 8 mois de prépa. C'est pas possible. Là, tu fais des prépas en 3 mois. Donc, il faut arrêter, là. Là, il y a un peu plus de temps, ouais. Là, tu fais un stop, tu fais 3 mois de pause, et puis après, tu reprends, c'est ça? Non, on va continuer. Bah, j'avais Aix-en-Provence, du coup, le week-end dernier, qui s'est bien passé aussi et que j'ai adoré sur un circuit vraiment canon. J'avais déjà réservé, du coup, forcément en avance, etc. Parce qu'au début, ma première réaction, c'était un peu de se dire, OK, bah, on va plus étaler les courses et je vais pas me mettre sur du 73 ou autre. Mais de toute façon, après les annulations, les courses étaient perdues, donc j'étais obligé, entre guillemets, obligé de faire 73 de Aix. Et j'avais les sables, et les sables, je les décalais, du coup.
les sables qui étaient en juin, je les décalais à octobre à Marbella, du coup, pour me laisser un peu plus de temps juste avant les mondiaux pour avoir une course test. Et du coup, en parallèle, du coup, non, je les ai remplacés par le triathlon de Madrid, du coup, qui aura en juin. En juillet, je vais sûrement m'inscrire à l'autre circuit sur Deltebre, là, c'est que j'avais fait le tri-tour. Il y a une autre course au nord de l'Espagne aussi. Ça ferait une course sur juin, donc avec Madrid, juillet sur le tri-tour, et après à la rentrée aussi, sûrement une course sur la première semaine de septembre, là, où il faut que je m'inscrive. Donc non, j'ai plus étalé le calendrier de manière un peu plus intelligente plutôt que tout arrêter. Et là, pour le coup, ce calendrier que tu as étendu, tu l'as fait seul ou en collaboration, en coordination avec ton coach? Les deux, ouais. Les deux, en fonction déjà de lui, de son planning pour essayer de se caler et essayer de se voir un maximum. Les semaines avant, on avait quand même bien aimé à Valence se faire une semaine ensemble. Et après, sinon, c'est aussi en fonction de moi, de mon agenda, de mes contraintes perso, professionnelles. Ça a été aussi un juste milieu là-dessus. Ouais. Et tu parles pas mal de Amazon, ton employeur. Est-ce que tu es soutenu par ton employeur ou c'est vraiment tout perso? Pour l'instant, c'est toujours tout perso. C'est plus en discussion. C'est plus en discussion pour le moment parce que en fait, forcément, tant qu'on n'a pas de slot pour les mondiaux ou autres, forcément, c'est plus un mec qui fait du triathlon dans son coin. On n'a pas vraiment de j'ai pas vraiment de je n'avais pas de légitimité à prôner quelque chose ou autre. Mais j'ai la chance d'avoir quelques collègues aussi qui sont bien branchés sur le sport, notamment une bonne amie à Madrid qui fait du cliff jumping, donc qui est invitée sur les sauts Red Bull, donc à une vingtaine de mètres en hauteur, donc du plongeon extrême. Donc elle, par exemple, elle est dans des process du coup pour être sponsorisée, et donc je me suis un peu greffé sur le process là pour voir qu'est-ce que ça va donner, mais pour l'instant avec Amazon rien. Mais la beauté aussi de l'accès pro aussi que j'ai pu développer du coup sur les organisations sportives, c'est au moment de ma qualification, du coup là il y a un mois, j'ai plusieurs clients qui m'ont contacté justement pour des approches de sponsoring ou pour justement travailler avec moi sur des sujets de performance, sur des sujets d'analyse de la donnée. Donc c'est là où pour moi l'histoire est encore plus belle, où j'arrive à boucler finalement un rêve d'un projet pro où j'avais envie de travailler dans le sport et à la fois moi en tant que propre cobaye sur mon expérience, sur ma discipline, et arriver à faire un mix des deux entre le perso et le pro qui rend l'histoire encore plus chouette. Ouais, plus que dire cobaye, moi j'aurais dit ambassadeur quand même. Hein. C'est plus Ambassadeur, beau. ouais. Ambassadeur, ouais. C'est vrai. En tout cas, c'est pas juste faites ce que je dis, quoi. C'est faites ce que je dis et ce que je fais, quoi. Ouais. Exactement. Charlie, je t'ai coupé. Tu voulais réagir? Non, c'était sur du coup cet objectif-là que tu vas pouvoir préparer en 7-8 mois. Il y a déjà un objectif chiffré que vous avez placé. Est-ce que c'est plus un objectif de progression d'ici là? Ou est-ce qu'il y a aussi voilà, la volonté d'être compétitif sur un championnat du monde? Pour l'instant, c'est plus des objectifs chiffrés en termes de temps, sachant que je sais qu'il y a quand même un gap qui sera clairement là dans ma catégorie. J'ai un autre ami qui est qualifié, par exemple. Je sais que lui, il veut devenir pro, il veut passer pro. Donc, on est clairement sur des temps, tu vois, il est déjà proche des 4 heures sur live. Donc, je sais que s'il y a que des ovnis de ce type-là sur ma catégorie, ça va être très, très compliqué de rivaliser avec ce genre de personnes aujourd'hui, parce que j'en suis qu'à un an de pratique vraiment intensive du triathlon. Mais du coup, je me laisse rêver sur d'autres temps. Et là, plutôt, l'objectif est plus de dire, moi, en termes de progression, comment je peux descendre, sous les 4,30, faut se rapprocher des 4,20, etc., en fonction du circuit. On est plutôt déjà, moi, sur ma perso et sur ce temps-là, avant de se comparer à quoi que ce soit, parce que je pense que niveau mondial, ce sera clairement une autre catégorie et ça sera une autre histoire, quoi. Une autre paire de manivelles, quoi, clairement. Sur l'aspect logistique, comment tu prépares tes mondiaux? Parce que la Nouvelle-Zélande, c'est pas à côté, c'est pas le même fuseau horaire, c'est pas le même hémisphère. Tu prévois ça comment? Ouais, c'est un bon point et je suis en plein dedans justement, donc c'est un peu compliqué. Après, heureusement que ça arrive plutôt tôt au début de l'année pour m'organiser. Là, pour l'instant, la stratégie que j'ai essayé de donner, c'est d'économiser quasiment tous mes congés de l'année pour essayer de les poser sur la partie mondiaux. Donc, ça va être, je pense, pas de vacances cet été. Et Ta copine, poser... elle va être aux anges. Elle Ah, est déjà au courant ou pas? elle fait partie du voyage aussi, donc c'est attendre pour profiter aussi au maximum en Nouvelle-Zélande. Et parce que j'ai pas envie d'aller à l'autre bout du monde pour juste faire la compétition à venir aussi, donc j'ai envie de le coupler à
un gros voyage, un gros van trip en Nouvelle-Zélande et profiter réellement du pays, profiter de tout l'environnement et de la beauté en termes de nature qu'il y a là-bas, qui a l'air juste dinguissime. Donc c'est clair que c'est un choix d'année de se dire que voilà, les seules vacances que tu auras, ce sera au niveau des mondiaux. Mais c'était un peu l'objectif que je m'étais fixé, donc on va tout mettre pour, quoi. Ouais, puis quand tu vas faire une belle place l'année prochaine, Amazon sera là, ils vont allonger, et puis tu pourras prendre 6 mois de Voilà. vacances par an, quoi. C'est l'objectif. C'est beau de rêver, hein, n'est-ce pas? Exactement. Ouais, justement, on parle de rêver, on parle de se mettre au triathlon. Le podcast s'appelle Devenir triathlète. C'est un peu la question signature du podcast. Mais toi, quels conseils, j'ai bien dit des conseils, hein, que tu pourrais donner pour devenir triathlète? Ouais, bien s'entourer. Déjà, je pense que la partie structure, moi, enfin, j'en suis l'exemple type. Je pense que la pratique random ou complètement aléatoire, ça va 5 minutes, mais en fonction de ses objectifs ou autres. Si tu as vraiment un objectif, que tu veux progresser ou autre, bien s'entourer, structurer son approche, que ce soit avec un coach, que ce soit avec des plannings d'entraînement. J'ai jamais suivi pour une course, que ce soit triathlon ou autre, un planning d'entraînement que je sais pas du tout ce que ça vaut. Et je pense que sur beaucoup de courses, ça suffit et c'est largement suffisant. Mais cet aspect de pas le faire au feeling et se dire plutôt, je structure mon approche, je m'entoure des bonnes personnes et surtout se nourrir. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le podcast, par exemple, Devenir triathlète, que j'ai énormément écouté. Ça peut être toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube, que ça peut être pas mal de choses qu'il y a sur Google. Non, mais c'est clair que on a la chance pour des générations qui n'avaient pas ça avant. Je pense à celle de nos parents ou de nos grands-parents encore plus avant. Si on veut découvrir quelque chose, que ce soit un job, un instrument de musique, un sport, quoi que ce soit, aujourd'hui, il y a un truc magique comme Google où tu peux quand même apprendre tout et n'importe quoi. Tu as une proximité avec les réseaux sociaux aussi de beaucoup de pros, de beaucoup de choses. Tu peux quand même te rapprocher d'énormément et d'en savoir. Tu n'avais pas forcément avant sur beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est le meilleur apprentissage. Donc, ouais, structurer son approche et se renseigner, bouffer le plus de lectures, de podcasts, de vidéos que tu peux pour avoir toutes les armes en main, finalement, quoi. Bon, c'est une bonne réponse, hein. Moi, je valide. Charlie, tu avais une réflexion là-dessus ou d'autres questions à poser à Armel? Non, mais c'est vrai que c'est marrant que tu fasses ce constat-là parce que tu as raison. L'entourage, alors quel qu'il soit, qu'il soit un coach qui est vraiment là pour structurer ton approche et pour te fournir les séances, ou que ce soit juste un groupe d'entraînement. Je pense notamment à notre échange avec Mathieu il n'y a pas si longtemps sur le podcast avec Mathieu Blaise, où en fait ça part d'un défi entre potes, où en fait ouais, c'est le plaisir de se retrouver sur des compètes, de se tirer un peu la bourre, qui fait qu'on s'y met et on s'y met de plus en plus. Et après, comme tu le dis, en fait, ce qui arrive, c'est la recherche de connaissances, d'essayer d'être un peu plus pointu sur les sujets et pour aller de plus en plus loin. Mais non, c'est hyper intéressant. Et effectivement, ce truc de ne pas le faire tout seul. Venez avec des potes, avec un entraîneur, avec une communauté en ligne, avec ce que vous voulez. Mais en tout cas, faites-le à plusieurs parce que c'est pas facile, parce qu'il y a de l'entraînement, il y a des séances dures à passer. C'est un jeu à long terme aussi, donc il faut réussir à tenir les semaines et les mois. Donc, ouais, le faire à plusieurs, c'est la garantie de réussir à tenir plus longtemps et le faire avec le sourire, quoi. Ouais, c'est clair. Écoute, Armel, merci beaucoup pour tout ça, pour tous ces échanges, pour ces checklists de ce qu'il ne faut surtout pas faire, mais malgré tout qui vous permettront de progresser puis d'en arriver, peut-être comme toi, aux prochains mondiaux, à atteindre vos objectifs. Pour terminer, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on t'encourage, où est-ce qu'on en apprend plus sur les bonnes pratiques que tu vas mettre en place pour les 7 prochains mois? Sur LinkedIn et sur Instagram en majorité. Donc sur mon Insta, du coup, Armelito NGRT et sur LinkedIn directement Armel Negret. Ok, de toute façon, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode et puis j'imagine un petit compte Strava aussi pour venir stalker tes entraînements. Bien sûr, aussi un compte Strava. Ouais, parce que tout ce qui n'est pas sur Strava n'existe pas, on sait bien. Exactement. C'est clairement le mot d'ordre. Surtout pour quelqu'un qui bosse dans la data, c'est sûr que. C'est ça. C'est clair. Disons qu'on n'aura peut-être pas tes premiers entraînements il y a 7 ans, mais maintenant, c'est à fond, c'est ça? Exactement. Il n'y a pas l'historique. Je me posais marrer sur un de tes épisodes, je m'entendais qu'il remontait. Et du coup, je m'étais posé la question et je m'étais dit que non, ça, il n'y aura pas parce que Strava, ça a été téléchargé tard, mais sinon, le reste est là. Mais malheureusement, Strava, la data est vraiment pas bonne. Pour le coup, sur les feeds, les analyses, etc. Moi, je me demande ce qu'ils font un peu avec la data sur leurs calculs autres, mais en termes de source de data, c'est quand même assez dingue. Enfin, on n'est pas là pour en parler, mais il y a quand même un petit problème sur la data Strava. Ouais, c'est un autre sujet, mais je pense que ça fait partie de leur business, justement. Leur objectif, c'est de vendre du premium et les datas sont bonnes quand tu payes.
Yes. Je pense. Messieurs, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, Armel, on suivra ça. Et bon courage, on croise les doigts pour les championnats du monde 73 en Nouvelle-Zélande en fin d'année. Merci à tous les deux. C'était un plaisir. Merci Armel. Merci. Merci d'être arrivé avec nous au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à la regarder qu'on en a pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, si vous avez appris quelque chose ou que ça vous a ouvert de nouvelles perspectives sur votre pratique du triathlon et du sport d'endurance, j'ai un seul truc à vous demander. Laissez un petit like sous cette vidéo et un petit commentaire pour nous dire ce qui vous a plu. Et si vous voulez pas rater les prochaines, alors vous avez juste à vous abonner à la chaîne et vous serez notifié des prochaines vidéos. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!